Salut les raccoons, bienvenue à tous les raccoons qui sont là et les personnes qui sont pas dans la communauté raccoon. Donc aujourd'hui, bon, ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé en live comme ça. Aujourd'hui, on va commencer à parler de l'hydromining en France et est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée. L'idée c'est quoi? C'est que on a quand même eu pas mal de raccoons qui nous ont demandé, voilà, on a du cash et on aimerait investir ça en France, mais dans des produits type à coupons, hein, comme des produits de mining qui seraient plus verts. Voilà. C'est des personnes qui étaient un peu repoussées par l'idée d'avoir en fait une technologie blockchain qui est très très consommatrice d'énergie. Donc qui m'ont simplement demandé, voilà, est-ce qu'il y a moyen d'avoir en fait un mining qui est plutôt vert et en France. Donc l'idée était partie de là et tout le monde voulait en fait un peu en discuter pour savoir si c'est une bonne idée ou pas. Est-ce que c'est une idée viable? Est-ce que c'est un business model qui est viable, qui pourrait être intéressant à la fois côté environnemental, mais aussi côté financier. Donc aujourd'hui, pour en discuter, je suis avec Matt, le fondateur de Summit Mining, Ludovic, qui est l'ancien fondateur de Alpine Mining. Donc, ce sont des professionnels de mining plus traditionnels. Et puis, on a Florent, en fait, qui est technicien dans un barrage hydroélectrique. Donc, on a ces trois invités qui sont là aujourd'hui, en fait, pour en discuter et pour savoir, en fait, pour essayer de démêler le vrai du faux, pour essayer de savoir, en fait, si le fait de dire faire du hydromining en France rendrait le mining plus vert, est-ce que c'est une idée en fait qui est vraie? Donc pour en discuter, on a ces invités, mais sachant qu'il y a des raccoons en fait qui sont totalement débutants, sachant qu'il y a des personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est que le mining, mais qui sont quand même intéressés par le fait de savoir ce que c'est que le mining, on va commencer par se demander en fait ce que c'est que le mining. Voilà. Est-ce que Matt et Ludovic, vous pouvez nous présenter le business du mining, parce qu'il y en a pas mal qui n'ont jamais entendu parler de mining et qui vont être intéressés par vous entendre, notamment dans la vidéo qu'on va produire avec ce live. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer en fait un peu le business du mining, quels sont les avantages, les inconvénients, les risques qu'on prend quand on investit dans le mining? Donc voilà, je laisse parler par exemple Matt en premier. Yes, bah écoute, merci en tout cas pour cette opportunité d'expliquer un petit peu plus aux personnes qui nous écoutent ce qu'est le mining et le mining vert et en France et toutes ces belles choses. Ce qu'on peut commencer, c'est vraiment par la base de la base. C'est quoi le mining? En fait, dans le monde des crypto-monnaies, on n'a pas de banque. Donc ça, c'est la manière dont j'aime bien expliquer. Il n'y a pas de banque qui contrôle votre argent. Donc normalement, lorsque vous faites un virement bancaire, donc vous envoyez par exemple 100 € à quelqu'un dans votre famille, c'est la banque qui va se porter garante que vous avez bien ces 100 € sur votre compte, que le compte du destinataire existe bien, qu'il n'y a pas de problème de blanchiment d'argent, pas de ci, pas de ça. Et en fait, dans le monde des cryptos, il n'y a pas de banque. Donc si moi, je veux vous envoyer un Bitcoin, vu qu'il n'y a pas de banque, comment ça se passe? Mais il y a tout un réseau d'ordinateurs qui sont là pour vérifier et valider que les transactions et que les échanges entre les personnes se fassent de manière correcte et qu'il n'y ait pas de triche. Donc quand je vous envoie un Bitcoin, vu que ce n'est pas une banque qui va valider, c'est une personne qui détient un ordinateur de minage, voilà, c'est de là d'où vient le terme, qui va vérifier la transaction. Et en échange de cette vérification, donc qui est un service, vous vérifiez une transaction, c'est un service, eh bien le détenteur de la machine de minage va toucher une petite commission. Et cette commission, c'est un frais de minage et c'est pour le détenteur de la machine. Et donc, grosso modo, évidemment c'est un peu plus complexe que ça, mais grosso modo, plus vous détenez de machines de minage, plus vous pouvez vérifier de transactions et plus vous touchez de commissions. Et du coup, il y a un calcul qui se fait
entre le coût d'acquisition d'un tel équipement, voilà, qui est ensuite automatique, hein, il n'y a pas besoin de vérifier à la main les transactions, tout se fait automatiquement. Mais donc, il faut voir quel est le coût d'acquisition des machines, combien vous rapportent les transactions qui sont vérifiées, et combien ça va vous coûter de faire tourner toute cette petite infrastructure. Puisqu'il y a des coûts d'électricité qui sont en jeu, des coûts liés à la réparation et plein d'autres choses, par exemple la sécurité, Internet et tout un tas de choses. Et du coup, le minage, c'est ça. Voilà. Pour résumer, c'est le fait de vérifier les transactions entre les utilisateurs qui s'échangent des crypto-monnaies, entre elles. Voilà comment on peut le résumer. Et Ludo, est-ce que tu pourrais nous dire en quoi c'est un business model en fait qui peut être intéressant pour un investissement? Parce que quand on est là, finalement, on n'est pas là uniquement, je vais injecter de l'argent dans le green. On est aussi là pour gagner de l'argent. Donc, en quoi en fait c'est un business model qui peut être intéressant pour l'investisseur? Parce que sachant que bon, il y a d'autres moyens de gagner de l'argent. Hein. On fait purement et simplement du hodl des cryptos, ou on fait du trading, on fait de l'arbitrage. Et en quoi le mining, le fait d'intégrer le business de mining dans un portefeuille crypto, peut être intéressant, et en quoi le profil en fait risque-rendement peut être différent du profil risque-rendement d'un portefeuille purement du trading, par exemple. Ok, bien sûr. Bon, premièrement, Matt, bien joué. Disons que ta description du mining est très simple et très claire. Elle est correcte. Moi, vulgairement, j'ai tendance à résumer ça en disant que le mining, en fait, c'est l'action d'allouer de la puissance de calcul à des réseaux blockchain afin de les sécuriser. Peut-être juste une précision supplémentaire. On a parlé de la récompense, donc les frais de transaction que les mineurs reçoivent. Il n'y a pas seulement ça. Il y a aussi évidemment ce qu'on appelle le block reward, qui est la nouvelle émission de coin pour chaque bloc. Donc les mineurs reçoivent en fait les frais de transaction plus ce block reward, donc cette récompense, soit cette nouvelle émission de coin. Après, pour répondre à ta question, Raccoon, disons que moi personnellement, ce qui m'a beaucoup attiré dans le monde du mining à la base, c'est qu'en fait les blockchains sont tes clients. Donc tu n'as pas vraiment besoin d'avoir, à partir du moment où tu possèdes du hardware, tu l'amortis à chaque seconde ou chaque minute, ou tout le temps que tu alloues cette puissance de calcul, sans avoir nécessairement besoin d'avoir, que dans un business traditionnel, un customer service, un customer support, et d'avoir un suivi, etc. Donc, c'est vraiment, lorsque tu possèdes du hardware, tu peux allouer et générer des fonds. Moi, ce qui m'attirait particulièrement dans le monde du mining, c'était le fait d'acheter quelque chose de physique et de tangible, donc de créer un inventaire, d'avoir... progressivement, nous, dans notre cas, on avait eu au début une croissance organique, donc nos revenus étaient réinvestis. Et puis, disons que c'est une manière de s'exposer un peu moins à la fluctuation des cours également, parce que disons que si tu fais du trade et que ta crypto se divise par 3, c'est divisé par 3. Alors que si tu achètes du hardware, tu es toujours possesseur, tu détiens toujours du hardware tangible qui a une certaine valeur et qui pourrait être utilisé pour d'autres activités, en fait. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, vu que je suis parti un peu dans les mêmes directions, dans différentes directions. Mais concrètement, oui, c'est très intéressant dans l'idée de pouvoir, disons, avoir une croissance organique, accumuler du hardware au fil du temps, et puis avoir quelque chose de tangible. Après, nous, la manière dont on faisait du mining, on ne faisait pas de la spéculation, dans le sens où on se disait pas, voilà, tout ce qu'on mine, on hodl, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, on vendait quotidiennement, en fait, pour pouvoir amortir notre hardware mensuellement. Et ce qui est bien, c'est que on arrivait quand même à planifier, on sait que les cryptos sont très volatiles, mais on arrivait à avoir une idée assez claire de combien de temps il nous faudrait pour amortir notre matériel et quelle serait le potentiel revente. Et puis, évidemment, c'est un business où les coûts et l'optimisation sont extrêmement importants. Donc, on avait du CAPEX à la base, soit le capital nécessaire pour acheter ce hardware. Et puis après, évidemment, tous ces coûts d'opération, ce qu'on appelle les OPEX, soit l'électricité, Internet, et puis la maintenance de ces machines. Donc, c'est tout un business à part entière. Ça peut paraître compliqué pour certains, comme difficile comme d'autres. Mais il y a rien d'insurmontable dans cette industrie. Après, il faut se rendre compte qu'elle est devenue le home miner. C'est très difficile de faire du home mining. Peut-être de nos jours, c'est rentable, mais c'est une industrie qui s'est totalement industrialisée. Si on regarde en 2016, il fallait avoir monté un rig avec 6 ou 8 GPU, c'était tout un art, alors que de nos jours, il y a du matériel plug and play. Il suffit juste d'avoir de l'électricité bon marché et du capital.
tu me corriges hein, si je me trompe, parce que je suis pas du tout de l'industrie de mining. Pour résumer, en fait, on peut comparer ça à un investissement qui nous permet en fait d'avoir des fractions de crypto, comme si en fait on faisait une espèce de DCA en fait dans le temps. Alors on pourrait résumer ça de cette manière, effectivement. Grosso modo, un peu comme ça. Grosso modo, oui. Je vais prendre la parole également par rapport à ça. Donc c'est absolument ça, mais il faut quand même garder à l'esprit qu'il y a un calcul qui est très très simple à faire, c'est-à-dire que tous les mois ou tous les jours, tu touches une partie de la rémunération en crypto-monnaie, par exemple en Bitcoin, et que les factures, tu es censé les payer avec l'argent du minage, puisque c'est le concept même de ce business, et que tu vas payer toutes les tout ce qu'on disait, les OPEX, donc toutes les dépenses, avec l'argent que tu génères grâce aux commissions et aux block reward dont on parlait tout à l'heure. Donc d'un côté, tu touches de l'argent en crypto, et de l'autre côté, tu as des factures qui sont, elles, en fiat. Voilà, donc en dollars typiquement, donc une facture de 10 000 $. Bah, si on prend un exemple tout bête, voilà, on va rester très très simple, on va imaginer que le Bitcoin, il est toujours à 10 000 $, et que tu as miné 2 bitcoins. Voilà, tu as miné 2 bitcoins et tu as une facture à 10 000 $. Et tu as également le bitcoin qui est à 10 000 $. Donc techniquement, tu as miné pour 20 000 $ de bitcoin. Et donc, tu as ta facture à payer de 10 000 $. Et donc, il te faut un bitcoin, puisqu'il vaut 10 000 $, pour payer ta facture. Donc, il te reste à la fin un bitcoin également, qui vaut également 10 000 $. Voilà. Donc ça, c'est ce que tu as dans la poche. Le problème qu'il y a, c'est que si le bitcoin tombe à 5 000, donc toi, tu continues, en théorie, de miner de bitcoin, mais du coup, tu as 2 bitcoins qui valent 5 000. Et là, en fait, tu te rends compte qu'il y a un problème, puisque tu vas dépenser tes 2 bitcoins pour payer la facture d'électricité qui, elle, n'a pas bougé. Elle est toujours à 10 000 $, ta facture d'électricité. Et du coup, bah, là, tu es en break-even. Et si le cours tombe à 4 000, donc tu mines toujours tes 2 bitcoins, mais là, tu as 8 000 en fait dans la poche. Tu as 8 000 $ de bitcoin et ta facture, elle est de 10 000. Donc, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que tu rajoutes de l'argent de ta poche, de l'argent frais pour payer la facture. Donc là, tu vas rajouter 2 000. Ou alors, tu débranches tes machines avant que ça arrive parce que tu vois le cours qui tombe et tu dis « Oh putain, si ça continue de tomber, je vais pas avoir assez parce que le cours de ce que je mine se dévalorise et je vais pas avoir assez d'argent en fait pour payer la facture d'électricité à la fin du mois. » Donc, la première stratégie, c'est de se dire « Ok, allez, ce mois-ci, je vais rajouter les 2 000 de ma poche et je vais pas vendre et je vais vendre mes bitcoins. » Mais du coup, tu as vendu tes 2 bitcoins, donc il te reste 0 bitcoin dans la poche. Et en plus, tu as rajouté 2000. Mais si le mois d'après, c'est la même chose, bah, tu vas rajouter encore 2000 et 2000 et comme ça à chaque fois. Donc en fait, plus le cours baisse, plus tu te retrouves un petit peu dans la mouise. Par contre, si le cours du Bitcoin double, bah là, tu gagnes encore plus. Puisque finalement, si le cours du Bitcoin il passe de 10 000 à 20 000 $, ou même à 50 000 comme c'est le cas en ce moment, on va prendre le cas actuel d'ailleurs, tu mines toujours tes 2 bitcoins, pour faire simple, alors tu vas miner un peu moins, mais pour faire simple, tu mines toujours tes 2 bitcoins, mais maintenant tes 2 bitcoins, ils valent combien? Ils valent 100 000, et ta facture, elle est toujours de 10 000. Et du coup, il te reste 90 000 dans la poche. Donc en fait, on voit un espèce d'effet exponentiel qui fait que plus le cours des cryptos monte, plus les mineurs s'enrichissent, puisque en fait, la conversion pour payer les factures est de plus en plus avantageuse. Et plus les cours s'effondrent, plus en fait tu te mets rapidement dans l'embarras en fait. Merci. Donc là, j'allais poser la question en fait par rapport au risque lié au mining. Donc voilà, hein, il y a ce risque, le risque de marché qui peut impacter directement le business de mining. Mais est-ce qu'il y a des risques réglementaires? Je parle pas en quelques mots. Hein, le risque réglementaire dans un pays stable comme la France ou l'Allemagne ou ailleurs, ou la Suède, est-ce qu'il y a des risques réglementaires qui sont inhérents à ce business, qui peuvent impacter l'investisseur d'une façon dramatique? Alors, dans des pays, je me permets de prendre la parole, du coup, dans des pays, disons, stables, comme tu l'as dit, avec des gouvernements qui ne risquent pas d'être renversés du jour au lendemain, donc la plupart des pays... Voilà, par exemple, le Venezuela, quoi. Voilà, donc la plupart des pays que tu as cités, non, autant que je le sache, il n'y a pas ce genre ce risque est extrêmement négligeable. Je veux dire, nous, par le passé, on a été en Suisse, on a été en Suède, on a été dans des pays nordiques, etc. J'ai des collègues qui ont miné en France, enfin, dans la plupart des pays européens où le prix de l'électricité
un minimum intéressant et attractif. Et non, on n'a jamais entendu parler de ce genre de problème. D'accord, ok. Après, donc, Faut savoir que même des grands groupes comme EDF ont des filiales qui s'appellent Exaion qui font du mining. Donc, on parle quand même de gros groupes qui se sont mis dedans. Donc, je pense pas que ça puisse. Moi, je rejoins l'avis de Ludo sur ça. Je pense pas que du jour au lendemain, on va avoir une réglementation qui va dire un peu à l'indienne. Aujourd'hui c'est oui, demain c'est non, aujourd'hui c'est oui. D'accord. Alors donc ça nous donne en fait on va passer en fait sur ce mot au mining en France. On a quand même entendu en tant que débutant que la réglementation en France n'est pas forcément une réglementation stable, notamment par rapport au mining. Est-ce que c'est une idée reçue ou c'est quelque chose qui est vrai sur le terrain français, hein. Là, on entre sur le terrain français désormais. Donc, est-ce qu'en France, ce que je dis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est une idée reçue. Alors, je pense que les gens, peut-être Florent, tu es en meilleure posture que moi pour répondre, sachant que j'ai pas vraiment eu d'opération en France de mon côté. Alors, moi, je vais répondre. Effectivement, je pense qu'en France, on n'est pas encore décidé. C'est-à-dire que l'administration, le SIE, le service des impôts des entreprises, quand on leur parle de mining, ils savent pas trop où se mettre. Enfin, selon les SIE, on va avoir des réponses différentes. Il y en a qui vont dire, il faut faire une société. Le problème de faire une société en France, c'est qu'il faut passer avec les bons partenaires bancaires. Moi, j'avais creusé pour officialiser entre guillemets ma ferme. Et ça devenait quand même très compliqué, à mon niveau en tout cas, avec les personnes, avec mon réseau, ça devenait compliqué. Et c'est vrai un coup on nous dit que c'est du BNC, un coup on nous dit non, il y aura que 30% de flat tax. Il y a personne qui se met vraiment d'accord. Donc d'ailleurs, si quelqu'un a la réponse, je veux bien la réponse, quelqu'un qui a creusé un peu plus le sujet que moi, parce que c'est vrai qu'en France, ça devient, sur ça, on n'est pas encore, on ne sait pas où on met les pieds. D'accord. Donc effectivement, donc ça reste quand même assez flou. Donc là, les personnes, les investisseurs français aujourd'hui qui investissent dans du mining, en fait, notamment dans des sociétés de mining, on est d'accord, ce sont des personnes qui investissent, en le sachant ou pas, dans des sociétés qui sont implantées à l'étranger. Voilà. Après, si on parle en matière de taxes, réellement, disons qu'il y a différents montages qui peuvent être faits. Nous, on avait par exemple fait ça en Suède, sous ce schéma, étant donné que la Suède est extrêmement taxée comme pays. Donc concrètement, on avait une société qui opérait, qui faisait le service provider pour le site en question, enfin pour la ferme en question. Et en fait, on revendait la puissance de calcul à une autre société qui nous appartenait à l'étranger, où justement tous les profits étaient déplacés. Et de cette manière, on évitait d'être taxé au maximum. Donc ça, c'est des choses qui peuvent évidemment être mises en place en France. Donc tout ce qui est au niveau de l'optimisation fiscale, il y a des solutions qui existent, qui ont été validées par nous. Ça avait été validé par des KPMG ou des Big Four. Donc il y a rien d'insurmontable par rapport à ce point-là. Ok. Très bien, merci pour les précisions. Donc, passons donc au cœur du sujet. Donc, l'investissement en fait dans les barrages hydroélectriques en France. Sachant que la problématique de départ, en fait, ce sont des raccoons qui nous ont demandé, voilà, on a des petits billets de 700-800 000 euros à mettre en France et pour savoir, surtout en sachant si c'est vraiment quelque chose qui rendrait le mining plus responsable, plus vert. Voilà, ce sont des personnes qui sont sensibles à l'écologie et ce sont des investisseurs qui sont sensibles à l'écologie. Et en fait, ce n'est pas une tendance qui est neuve. Hein. Donc, quand on regarde le monde traditionnel, notamment tout ce qui est ESG, des fonds ESG, il y en a qui cartonnent depuis 2015-2016 hein, et qui collectent plusieurs milliards de dollars, plusieurs milliards d'euros. Donc, cette sensibilité-là, je la vois. J'étais surpris, mais je la vois. Je la vois aussi dans le monde des cryptos. Donc, l'idée de départ, c'est parti de là. Donc, maintenant, la question, donc, on va se diriger vers la question du mining en France, mais l'hydro-mining en France plus particulièrement. L'hydro-mining en France, est-ce que vous pensez que c'est un business et qui est viable? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi?
Je vais prendre la parole, du coup, je sais pas, ouais, non, vas-y, peut-être Florent a un problème avec son micro. Du coup, moi je trouve ça excellent, vraiment très très bien que des personnes soient sensibles à l'écologie. Nous, avec Summit Mining, on l'est également. Alors, on n'a pas de machines en France parce que bon, voilà, il y a des problèmes au niveau de la régulation, c'est pas très clair. Et puis, il y a des droits d'import qui sont assez élevés puisque il faut savoir que les machines ne sont pas construites en France. Hein, elles sont construites pour 95 ou si ce n'est pas 99% en Chine. Donc, il faut les importer et ça a un coût qui est assez élevé entre le transport, la fragilité, tout ça. Donc, c'est important pour nous et c'est pour ça qu'on a des machines qui tournent à l'électricité verte. Mais du coup, par rapport à la France, la question à se poser, c'est avant même de se dire est-ce que c'est écologique ou pas, c'est est-ce que c'est rentable? C'est ça la vraie question. Parce que si c'est écologique, donc ça c'est une autre question, mais si c'est écologique mais que c'est pas rentable, bah du coup tu vas pas pouvoir miner. Puisqu'on va se retrouver dans la situation que j'expliquais tout à l'heure, qui est que, bah oui, tu es rentable, mais tous les mois, tu es obligé, enfin, t'es vert, mais tous les mois, tu es obligé de sortir 1 million, 2 millions, 100 000, enfin, peu importe, de ta poche pour garder le business en vie. Donc ça, c'est un gros problème. Et donc, il faut faire une vraie étude de marché au niveau de tous les coûts et de la capacité financière à injecter, histoire de voir exactement, point par point, quels sont les postes des dépenses. Parce qu'en fait, le fait que ce soit vert, c'est un excellent point. Il faut que ce soit vert. Il faut que le minage reste vert le plus possible. D'ailleurs, on le voit de plus en plus en Chine. Tout ce qui n'est pas vert, ils interdisent, ils ferment les sites et compagnie. Donc, il faut que ça reste vert. Mais après, voilà, quel est le coût? Donc, il y a ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que pour installer des machines en France, donc il faut les faire venir en France déjà. Donc, les faire venir en France, ça sous-entend des frais d'importation, des frais de TVA, des frais de manutention, des frais de port également. Donc c'est du matériel qui est extrêmement délicat, extrêmement sensible aux variations de température et aux chocs. Donc c'est vraiment de la haute technologie. Donc ça peut pas être envoyé par Colissimo. Je parle de Colissimo parce qu'on a eu des déboires récemment avec des machines qu'on a envoyées comme ça et les pièces sont arrivées complètement défoncées. Donc on peut pas, faut faire hyper attention. Donc le transport coûte très très cher et ça ajouté au reste, sachant que le marché est en ce moment extrêmement élevé en termes de machines, rajouter à tout ça tous les frais dont je viens de parler, c'est déjà compliqué. Déjà compliqué de faire venir des machines qui seront ensuite rentables en France. Donc ça, c'est le premier niveau de coût que moi je vois et auquel on est confronté tous les jours avec Summit Mining en fait. Quand on cherche des machines et des sites de minage pour mettre des machines, on se pose toutes ces questions-là. Ensuite, il y a au niveau des infrastructures. Donc quel est le coût pour faire tourner une infrastructure telle qu'un barrage ou les fermes qui seront construites à proximité des barrages. Ensuite, on a un coût au niveau de l'électricité. Donc ça, bon, c'est évidemment quel est le coût du kilowattheure auquel va nous revenir l'énergie finalement. Ensuite, on doit ajouter à ça le coût d'Internet, puisque en fait, il faut un Internet extrêmement puissant, extrêmement rapide. Puisqu'en fait, si Internet n'est pas bon, on va perdre ce qu'on appelle des shares dans le minage. Et en gros, on est payé au nombre de shares qu'on envoie sur le réseau. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, si vous avez un Internet pourri, avec la même machine que quelqu'un d'autre juste à côté de vous qui a un super Internet, il gagnera plus d'argent que vous. Et quand on a Internet avec une machine, ou avec 100, ou avec 1000, ou avec 20 000 ou 30 000 machines, c'est pas les mêmes coûts de structure pour faire tourner Internet. Donc là, on oublie tout ce qui est modem un petit peu bricolé à l'arrache. On part sur des infrastructures qui sont extrêmement lourdes en fait en termes de mise en œuvre. Donc tout ça, évidemment, ça vient impacter le coût initial. Et là, on n'a pas encore branché les machines. Elles n'ont pas encore commencé à tourner. Et ensuite, le dernier coût que moi je vois, c'est le coût de la maintenance. Donc, si vous avez une machine qui arrive et qui est pétée, il va falloir la renvoyer. Si vous en achetez 10 000 et qu'il y en a 1000 qui ne fonctionnent pas, bon, à la limite, il y en a quand même 90% qui tournent, donc c'est pas mal. Mais si il y a un problème à un moment ou à un autre, où est-ce que vous faites réparer les machines? Parce que si vous les renvoyez en Chine,
et ben, tout ce que vous avez payé dans un sens, vous le repayez dans l'autre, sachant que vous ne serez pas sûrement prioritaire au niveau de la réparation des machines, puisqu'on le voit en ce moment, hein, c'est la folie. Donc il y a beaucoup de machines à réparer, comme je disais, hein, c'est sensible et délicat comme petite machine. Donc voilà, si on a des machines sur lesquelles on calcule un certain retour sur investissement, mais que juste derrière, en fait, on est obligé d'en renvoyer régulièrement dans un pays ou dans un autre pour réparation, ça risque d'être compliqué. Je vais arrêter avec les coûts. Enfin, il y en a encore, hein, il y en a encore des coûts. À la limite, on peut essayer d'être à peu près exhaustif. Ce que je vois également comme coût, c'est le coût de la sécurité. Donc, c'est bien d'avoir 10 000 machines, mais si vous arrivez le lendemain et que vous vous êtes fait braquer toutes les machines, bah, c'est un peu embêtant aussi, puisque là, on parle de millions d'euros. Et donc, ça veut dire qu'il faut une vraie sécurité sur le site. Donc, que ce soit des caméras, des gardes ou je ne sais quoi. Enfin, ça dépend des sites, bien entendu. Donc, ça aussi, c'est un coût à prendre en compte. Et le dernier coût, c'est le technicien sur place. Et là, je pense que Flo, c'est son domaine à fond. Un technicien, voilà, c'est pas donné en termes de salaire, plus toutes les charges qu'il y a à payer derrière. Et quand on a fini de calculer tout ça, déjà, bon, je pense qu'il reste pas grand-chose. Et on a l'État qui vient se servir en prenant la TVA sur tout ce qui est miné. Donc voilà, qu'est-ce qui reste au bout du compte? Là, il faut vraiment faire une étude de projet très très sérieuse en prenant tous ces coûts en compte et voir ce qui reste à la fin, en prenant également différents scénarios, Bitcoin à 50 000, Bitcoin à 100 000 et Bitcoin à 10 000 si on retourne à 10 000, ce qui est possible, on ne sait pas, pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois. Voilà un petit peu le résumé tel que je le vois et tel auquel on est confronté tous les jours en fait sur l'ouverture, nous, Summit Mining, de nouveaux sites de minage dans d'autres pays. Okay. Merci Matt pour toutes ces réponses, pour cette réponse bien élaborée. Florent, est-ce que tu aurais, en tant que technicien dans un barrage hydroélectrique, est-ce que tu aurais des éléments complémentaires à nous apporter? Bien sûr. En fin de compte, comme Matt il a bien expliqué, tu as toutes les charges qui sont liées au mining, qui sont déjà des charges importantes. J'approuve le fait de miner avec l'énergie verte, hein, complètement. Je suis complètement d'accord. On est déjà dans un milieu qui est assez ouvert à la controverse. Autant faire les choses bien, avec éthique. Ce qui va se rajouter en France, clairement, ça va être des frais de maintenance de techniciens, mais pas des techniciens pour le mining. Ça veut dire qu'il faudra également des techniciens pour la centrale hydraulique. C'est de la maintenance, c'est des astreintes à avoir en permanence, parce qu'il a parlé de sécurité avant, mais il y a un autre aspect qui va être encore beaucoup plus élevé, c'est l'aspect sûreté. La sûreté, c'est tout ce qui correspond au danger d'avoir un ouvrage hydraulique. C'est pas on achète une turbine et on la fait turbiner et c'est parti. Non. Derrière, il y a une obligation de débit réservé. On va avoir des soucis avec les pêcheurs, les kayakistes, avec les poissons aussi. Il faut avoir des passes à poissons qui tournent. Sinon, on peut avoir des soucis avec les associations de protection de l'environnement. Il y a la DREAL qui va nous imposer beaucoup de contrôles. Il y a des visites, des audits obligatoires. La DREAL, c'est-à-dire? La DREAL, c'est la direction, alors je ne vais pas me tromper, c'est la direction régionale environnementale de l'habitat et du logement. C'est l'État, en quelque sorte, c'est la préfecture, qui peut venir à n'importe quel moment, et qui vient d'ailleurs à n'importe quel moment demander tous les papiers et qui vont faire un audit complet de toute la centrale pour voir si effectivement on est clean niveau. Est-ce qu'on a fait tourner notre groupe électrogène une fois par mois? Est-ce qu'on a vérifié ses vannes? Est-ce qu'on a fait ça? Et tout ça, c'est vérifié et revérifié. C'est derrière, on peut être, enfin en tout cas en France, on fait pas les choses à moitié sur ça. Il y a une autorité, c'est très contrôlé. Ouais. Ce qu'il faut mieux, on peut dire. Tant mieux, bien sûr, exactement. Exactement. Oui. Je pense que déjà, pour être rentable, si vraiment quelqu'un veut le faire, il faut posséder le barrage. Parce que personne... faut savoir que l'hydraulique, la petite hydraulique, c'est EDF OA qui rachète. Donc c'est obligation, ou même les autres, hein, c'est de l'obligation d'achat, comme c'est de l'énergie verte. C'est racheté à un prix du mégawatt qui est très élevé. Donc aucun barrage ne va vendre, par exemple, à une entreprise de mining, je sais pas, à 40 € le mégawatt. Ça fait du 4 centimes le kilowattheure, par exemple. En France, ça va être plutôt du 80 le mégawatt, par exemple. Hein, je veux dire, c'est un exemple. Donc, on revient à ce que Matt il a dit avant, c'est-à-dire qu'il faut, la planète, que ça soit une énergie verte, oui,
Mais il faut pas oublier ce côté rentabilité, que y en a beaucoup qui sont tombés, qui sont cassés les dents en 2018. 2018-2019, ça a été une hécatombe pour les fermes. Ouais. En France, il y a quelque chose qui est réel aussi quand tu as un tarif vert ou quand tu as ton barrage, c'est que tu as beau débrancher ton électricité. Tu peux la débrancher, te dire bon je consomme plus, sauf que tu vas avoir des charges forfaitaires énormes par rapport au nombre de kilos de KVA que tu avais souscrit. Alors, soit envoyé sur le réseau. Tu es en train de nous dire qu'en fait, imaginons, je sais pas, un Bitcoin qui fait soudainement, allez, moins 60%, il décide de débrancher tes machines, tu vas quand même devoir payer une certaine somme, quelque part, à l'État ou aux collectivités, c'est ça? Exactement. D'accord. Ok. Donc ça, tu vois, c'est des choses. C'est pour ça qu'il faut poser ton barrage et être hors réseau. Ça, c'est l'idéal. Ça veut dire que si tu arrives à trouver une centrale hydroélectrique qui est hors réseau, qui n'est pas connectée au réseau, et ben là, tu pourrais être rentable parce que la personne qui va poser le barrage ou l'entreprise de mining qui va poser le barrage va avoir des tarifs très compétitifs, effectivement. Bon, faut faire un cahier des charges et vraiment tout regarder, tous les coûts, comme a dit Matt avant. Mais on va se prêter à une nouvelle problématique. C'est que un barrage qui est hors connexion du réseau, il est aussi hors connexion du réseau Internet. Très souvent. Enfin, je veux dire, s'il n'y a pas le réseau électrique qui passe par là, on n'espère même pas la fibre, quoi. Ah donc, effectivement. Donc il y a des coûts, il y a des investissements énormes en infrastructure, non seulement en machines, mais aussi en acheminement en fait de la fibre optique jusqu'à la centrale, des choses comme ça. En fait. C'est ça. Et pour en revenir aux techniciens, forcément, tu as une centrale hydroélectrique, c'est un technicien. Donc déjà, tu peux pas en avoir un, parce que ça va pas être possible. Il faut en avoir plusieurs. Il faut avoir une équipe de techniciens prête à intervenir en astreinte 24 heures sur 24. Lié à la sûreté, justement. D'accord. Et donc, au-delà de ces charges qui sont, j'ai envie de dire, limite incompressibles, hein. Il y a quand même pas mal de charges incompressibles. C'est ça. Quand on veut faire du business de l'hydromining en France. Donc notamment, ce qui est frappant, en fait, l'exemple qui est frappant, c'est continuer de devoir payer quelque chose aux collectivités et à l'État, alors même qu'on a décidé de débrancher nos machines. Donc ça, c'est quelque chose qui est évidemment extrêmement pénalisant pour les gens qui veulent gérer en fait le minage comme ils l'entendent. Donc au-delà des charges traditionnelles, il y a les charges incompressibles qu'il faut intégrer quand on veut aller sur ce genre de terrain. Donc ces charges peuvent être effectivement. Est-ce que ces charges peuvent être quelque chose quand tu dis ces charges qui sont prélevées par les collectivités, est-ce que ce sont des charges qui sont extrêmement importantes ou est-ce que ce sont des charges qui sont plutôt marginales qu'on peut plutôt négliger? Est-ce que tu as une espèce d'ordre d'idée? J'ai pas la notion. Je sais que c'est des charges relativement importantes. D'accord. Il y a un autre facteur à prendre en compte, c'est tout simplement l'hydraulicité. Ça veut dire que si tu n'as pas d'eau, tu turbines pas. Tu turbines pas, tu dois acheter au réseau. Enfin, sinon maintenant imagine que tu es en bull market comme aujourd'hui. Tu veux miner, mais t'as pas d'eau. Tu es obligé d'acheter au réseau. À combien tu vas l'acheter au réseau? Une fortune. Quand je parle d'une fortune, c'est comme tu n'avais pas prévu, parce qu'en fait, quand tu vas avoir un contrat d'achat sur le réseau, c'est comme je le disais, tu dois dire exactement, enfin, au plus proche, combien de KVA tu veux manger, combien de KVA tu veux consommer. Si maintenant tu dis, je veux consommer, je sais pas, 100 KVA, ils vont te demander si tu le prends en utilisation courte ou en utilisation moyenne, utilisation très longue. Si tu le prends en utilisation très longue, très bien, tu vas avoir un prix du kilowattheure qui est bas. Quand je dis bas, on parle de 10 centimes le kilowattheure. Ce qui est très haut. Enfin, maintenant, au bull market, on se rend pas compte, mais 10 centimes le kilowattheure, quand le marché il est bas, c'est énorme. C'est énorme. Vous avez parlé plutôt de 2-3 centimes. Pour être oui, ça, c'est avant le turp et tout. Ça, c'est avant tous les taxes d'acheminement, les taxes des collectivités. Avant toutes ces taxes, ça veut dire qu'on va te vendre effectivement un prix du kilowattheure quand tu vas le racheter toi-même à 4 centimes le kilowattheure. Quand tu vas rajouter toutes les taxes d'acheminement, le turp, tu vas être plutôt aux alentours des 9, 10, 11 centimes. Et ensuite, pareil, si tu te dis je veux débrancher,
je perds le fil. En fin de compte, du coup, tu es plutôt à 9-10 centimes si tu as dit, par exemple, utilisation très longue. Si tu dis utilisation courte, tu vas avoir un prix du kilowattheure encore plus élevé, mais par contre, un forfait de base moins élevé. En fin de compte, tu vas avoir un forfait de base par kVA que tu vas demander. Par exemple, je dis un chiffre complètement au hasard, tu demandes 100 kVA en achat, en une utilisation très longue. Ton prix forfaitaire, il peut être, par exemple, de 50 € par kVA que tu vas demander. Ça veut dire que tu consommes ou tu consommes pas, tu vas le payer. En fait, c'est comme ton abonnement à la maison, tout simplement. Sauf que tu le demandes en très longue. Tu le demandes en très longue. Voilà, exactement. D'accord. OK. Et ça peut être dangereux. Ça peut vraiment être dangereux. Oui. Là, en fait, en discutant comme ça avec vous, le schéma classique versus le schéma hydromining en France, on voit très clairement qu'il y a beaucoup de coûts qui sont incompressibles, qui ne sont pas forcément dans le schéma traditionnel du mining. Donc, très bien. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Florent. J'ai aussi une question par rapport aux risques réglementaires en France. Est-ce qu'il y a des risques particuliers liés à la réglementation spécifique aux barrages hydroélectriques? Alors, je suis peut-être pas dans la meilleure position pour en parler. Je pense que Florent pourra me corriger. Après, c'est déjà tout ce qu'il a mis en avant par rapport à la sécurité autour du barrage. Donc, c'est vraiment, comme tu l'as si bien dit, utiliser un barrage, avoir son propre hydromining en France, ça rajoute un layer ou disons une couche de coûts et de challenges à prendre en compte qui seront pas négligeables, que ce soit techniquement parlant ou économiquement parlant. Et réglementairement parlant, évidemment aussi. Et il n'y a pas de... quand je dis, en fait, le risque réglementaire, évidemment, le risque réglementaire, c'est pas forcément la réglementation qui est aujourd'hui, qui est appliquée telle qu'elle est aujourd'hui. Mais quand je parle de risque réglementaire, en fait, c'est modification dans la réglementation. La modification dans un futur proche ou le nombre de modifications au cours d'une période. En fait, quand je parle de risque réglementaire, maintenant, c'est essentiellement la stabilité de la réglementation par rapport à ce secteur. Est-ce que la réglementation, est-ce que Florent, est-ce que tu peux me dire, ou Matt, ou Ludo, est-ce que vous pourriez me dire, si vous le savez, si la réglementation n'est pas volatile par rapport à ce sujet qui est sensible? Tu parles par rapport au mining ou par rapport au barrage? Non, par rapport au barrage. Très clair. Barrage, la réglementation, elle est stable. Elle ne change pas, elle est stable. Il faut savoir que le barrage ne t'appartient pas, par contre. C'est une concession de l'État. Donc, par contre, il faut te battre. Ou alors, c'est un droit d'eau sur vraiment une petite centrale. Mais sinon, il faut savoir que c'est un droit d'eau. Donc, c'est un droit, on te le laisse. Et derrière, il faut que tu fasses tes preuves. Ça veut dire que si la concession, c'est des contrats de temps et temps d'années qui ont été négociés avec l'État ou avec la collectivité. Si tu ne respectes pas le contrat, si effectivement ta passe à poisson elle a pas tourné, si effectivement tu as mal géré une crue, parce que là quand il y a une crue, il faut gérer aussi avec tes vannes, ouvrir l'eau et réguler le niveau pour pas inonder la vallée. Enfin la vallée, on parle déjà de très grands barrages, mais en tout cas les petits villages et ce qu'il y a autour. Mais tout ça, c'est une réglementation et ça demande un personnel très formé. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans l'hydraulique sera incapable de faire ça. Mais vraiment. Je veux dire, tu peux sortir d'un BTS ou tout ce que tu veux d'une école d'ingénieur. Quand tu rentres dans une entreprise hydraulique, c'est minimum 1 an de formation avant de toucher le moindre bouton. D'accord. Je cite un exemple pour bien illustrer une situation qui est assez particulière, parce que ça a été soulevé. C'est, par exemple, avec la communauté, on dit on met 1 million sur la table, on achète un barrage. Bon, un tout petit barrage. Est-ce que du jour au lendemain, le régulateur, l'État, les collectivités peut nous obliger à changer le fonctionnement de ce barrage? Par exemple, jusque-là, on ne laissait pas passer les poissons, par exemple. Est-ce que du jour au lendemain, ils peuvent nous demander à partir de maintenant, vous devez laisser passer des poissons ou des choses comme ça? Oui. D'accord. Oui, clairement. Et ça, en fait, c'est à la discrétion de qui? Ce genre uniquement des collectivités locales? Ouais, et de la DREAL. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'État, il a tous les pouvoirs. Donc, si demain, il décide de pondre une nouvelle règle,
ils pondent la nouvelle règle, que ça te plaise ou que ça te plaise pas. On le voit très bien en fait dans l'immobilier. L'immobilier, ça devient de plus en plus difficile en France, puisqu'en fait au niveau de la fiscalité, ça devient hyper complexe. Ils te pondent tout le temps une nouvelle norme sécurité, une nouvelle norme chauffage, une nouvelle norme isolation, une nouvelle norme machin, une nouvelle norme truc, et puis maintenant t'as ci, t'as une place protégée, t'as ça. Enfin, en fait, il y a Matt, mais en fait, ma question, elle était peut-être pas très explicite. Je parle d'un barrage en particulier. Par exemple, imaginons un barrage, je sais pas, dans un département en particulier. Est-ce que ce barrage peut avoir en fait des contraintes qui sont imposées par les collectivités locales, qui ne sont pas du tout les mêmes contraintes qui peuvent exister dans le nord ou à l'est, vous voyez? Clairement. Clairement, c'est le cas. Bah, je vais te parler maintenant d'un barrage. Allez, on va te parler d'un barrage, par exemple, sur le Verdon. On n'aura même pas du tout les mêmes contraintes qu'un barrage qui est, on va dire, un barrage maintenant dans les Vosges, ou dans les Vosges, par exemple, on parle de grands barrages, là, je parle pas de petits, qui va avoir une contrainte, par exemple, d'un débit réservé, donc, pour la faune, et aussi pour plus loin, de refroidir la centrale nucléaire de Cattenom. Bon, ce barrage-là, clairement, tu pourras jamais l'acheter, qu'on soit d'accord. D'accord. Mais imaginons que ce barrage-là, imaginons un autre barrage qui est dans la même classe que ce barrage-là, mais qui se retrouve à un autre endroit, il peut être soumis à une réglementation qui est tout à fait différente. C'est ça que tu es en train de dire. C'est ça. Parce que tu pourrais avoir, par exemple, un contrat donc dans ta concession qui dit, en été, ici c'est le tourisme qui est important. Il faut que dans les rapides, il y ait un peu de débit pour les kayakistes. Donc tel et tel jour, il faut que tu nous lâches tant et tant d'eau. On s'en fout que tu turbines ou que tu turbines pas. Il faut que derrière, que tout le monde soit content. D'accord. Donc, ok. Donc, en fait, la stabilité dans la réglementation, bon, il y a certes une stabilité au niveau des textes réglementaires, au niveau des textes des lois, et après, il y a quand même une volatilité en termes de réglementation par rapport aux collectivités, à différentes collectivités locales dans lesquelles se trouve le barrage, en fait. Donc, pour nous, en fait, quand on parle du business, quand on parle de ce genre de business, en fait, il faut que ça soit pris en compte comme si c'était un risque réglementaire important. Donc, c'est sûr que là, quand j'entends tout ça, je sais pas, je suis un peu frileux. Quand même. Et je vais dire autre chose. Je pense que Matt et Ludo ils vont être d'accord avec moi. Si on était en période de bear market, le discours serait peut-être différent. On chercherait peut-être toutes les solutions pour avoir la meilleure efficience possible. Aujourd'hui, on est dans un bull market. On est dans un bull market. Je pense pas que c'est le moment de se dire on va acheter un barrage et on va construire une infrastructure énorme pour faire une ferme dedans et perdre 6 mois ou 1 an sur un. Je pense pas que c'est le moment. Exactement. La période est la moins propice, que ce soit, vu que la rentabilité, les gens vont sur What to Mine, ils regardent la rentabilité, ils pensent que ça va durer, ils font leurs projections sur 1 an, 2 ans, ils se disent, OK, malgré que je paye 8 ou 10 centimes, je devrais amortir mon matériel d'ici X laps de temps, etc. Et la réalité des choses n'est pas du tout comme ça. Effectivement, la meilleure période pour construire une infrastructure, c'est pendant le bear market, parce que c'est là que tout le monde délaisse ses infrastructures. Je veux dire, moi, il y a des sites que j'avais des prix électriques, notamment en Suède, qui frôlaient les 2 centimes. Il y a 6 mois ou 12 mois, il n'y avait aucun intérêt. Et puis aujourd'hui, j'ai des gens qui me contactent de tous les côtés, qui voulaient pas entrer en discussion à l'époque et qui maintenant me harcèlent limite. Donc effectivement, la période pour des gens qui viennent de cette industrie, qui connaissent cette industrie de fond en comble, qui ont miné depuis plusieurs années, ils savent très bien que c'est effectivement le pire timing, que ce soit pour construire une infrastructure ou même pour se fournir du hardware, parce que tout est complètement le marché est associé, quoi. Hein. Voilà. Et puis par contre, Flo, étant donné que toi, tu connais bien l'industrie en France, moi, je suis pas du tout familier avec l'industrie en France. Donc oui, effectivement, en Suisse, on a le coût de production, le coût de transport, la taxe environnementale, etc. Mais pour avoir une idée un peu plus claire, disons, quel serait le coût de production? Je sais que ça dépend des centrales, ça dépend de différents facteurs, mais quel serait le coût de production moyen en France par kilowattheure? Moyen, dans l'hydraulique, tu parles? Dans l'hydraulique, oui. Donc le coût de production uniquement, sans prendre en compte toutes les autres taxes qui suivent. On serait à 10 € le mégawattheure à peu près. Ok, donc à 1 centime par kilowattheure. Donc ça. Avant la maintenance, avant tous les OPEX, les CAPEX et tout ce qui est. Tout ce qui est bon, ça reste on va dire le prix de revente le moins cher que tu peux revendre en ce moment sur le réseau. Moi, pour travailler sur une centrale hydroélectrique, on revend en ce moment à peu près à 40-45 € le mégawattheure sur le réseau. Ok.
Ok. Et une fois que l'électricité passe sur le réseau, le client doit payer après 150. Etc. Ok. Ok. Et puis quand tu dis 150, c'est le coût fixe par mégawattheure, on est d'accord? C'est ça, c'est le tarif bleu imposé par l'État que n'importe quelle personne reliée à un compteur en tarif réglementé EDF paiera à peu près 15 centimes le kilowattheure plus son abattement. Donc ça fait du 150 € le mégawattheure. Ouais. Ok. Donc voilà. Et avant la sortie du barrage, avant la sortie du central, sans prendre en compte les marges, le coût de production qui englobe en fait toutes les dépenses, c'est quoi à peu près? Ça va dépendre de la période par rapport à l'hydraulicité. Comme dire, on est vraiment dépendant de. Si tu as la moitié de ton débit qui arrive parce qu'il n'a pas plu, tu vas produire la moitié, donc ça va te coûter le double. Mais on va dire que tu es sous les 40 € le mégawattheure, ça c'est sûr. Tu es entre 10 et 40 selon les moments. Quoi. Et ce qui arrive souvent en ce moment, ces derniers jours, c'est assez impressionnant, c'est que la bourse de l'électricité, donc le marché spot, devient négatif. Ça veut dire que le réseau te paye pour arrêter tes turbines. Et toi, tu vas payer par contre si tu envoies de l'énergie sur le réseau. Ça, c'est quand même assez dingue aussi. Ça veut dire que tu as de l'eau qui passe sur un des bifils de l'eau, sur par exemple un barrage où tu peux pas stocker ton eau, tu es obligé de la laisser passer par les turbines. Et on va te dire, ça va être plus rentable pour toi de jeter l'eau par-dessus les vannes que de la faire passer dans ta turbine parce que le prix de l'électricité devient négatif pour X ou Y raison, parce que l'éolien allemand tourne au taquet, le charbon aussi, le solaire. Et ça, pareil, ça te coûte des frais de maintenance de dire, t'envoies le bonhomme à 1h du matin, va vite arrêter les turbines. Tiens, ça me rappelle le baril de pétrole à moins 37. C'est exactement ce qui s'est passé avec le pétrole, en effet. Moi, le même mécanisme, donc. Au final, l'électricité, c'est une commodité, c'est des contrats futurs. Donc, nous, c'est un des problèmes principaux qu'on avait avec les clients l'année dernière quand on négociait de grosses infrastructures. C'était la question, c'était qui prenait le risque du hedging de l'électricité. Parce que, voilà, c'est quand même, quand tu prends des contrats de 100 mégawattheures sur une année, 100 mégawatts, c'est conséquent. Donc voilà, il y a des risques de hedging, il y a des stratégies à mettre en place, et puis c'est pas à la portée de tout le monde. Ça demande quand même une profonde connaissance de cette industrie. Et puis, les gens qui mouillent le maillot et qui traitent ce genre de commodité à ces grosses quantités, ils prennent des risques qui sont énormes. Et comme Florent l'a bien mis en avant, c'est clair que je vais prendre un exemple d'une centrale en Suisse. En fait, on a une centrale hydroélectrique qui fait du turbinage et du pompage. Donc concrètement, ils ont creusé des galeries et relié 2 barrages. Et puis c'est une centrale qui est dans la montagne, qui s'appelle Nant-de-Drance. Elle produit 960 mégawatts. Donc c'est vraiment la puissance d'une centrale nucléaire. Peut-être Florence, ça dit quelque chose. Elle est juste à côté. Oui, bien sûr. Juste à côté de la Haute-Savoie. Et concrètement, ce qu'elle fait, cette centrale, en fait, c'est qu'elle donc il y a de l'eau qui coule du barrage dans les turbines, produit de l'électricité au moment où c'est très rentable de le vendre, et puis pendant la nuit, là, parce que principalement l'électricité est bon marché pendant la nuit, ils rachètent de l'électricité sur le réseau pour repomper cette eau au sommet du barrage. Donc en fait, ils vendent l'électricité, ils turbinent quand ils peuvent revendre l'électricité sur le grid au plus cher, et la nuit, ils achètent de l'électricité qui vient probablement des pays de l'Est, etc. Qu'ils injectent. Moins cher. C'est ça. Repomper en fait. Donc c'est un peu un circuit fermé, mais qui dépend quand même des prix électriques du grid. Donc eux, en fait, vraiment, c'est quand on y pense, c'est quand même fou parce que achètent de l'électricité pour repomper leur eau au sommet du barrage. C'est pas que pour ça, parce que en fait, ça s'appelle des barrages de steppe. Il y en a en France aussi. Il y a le barrage de Revin, il y a le barrage de Grand Maison, qui fait exactement la puissance d'une centrale nucléaire aussi, d'une tranche. En fin de compte, effectivement, ça permet de faire du boursicotage, comme tu l'as dit, du placement d'énergie, c'est-à-dire de faire ça, mais ça ne sert pas que à ça. À la base, ça a été créé. Faut savoir que le nucléaire, on n'arrive pas à affiner. C'est-à-dire que le nucléaire, c'est très dur à varier sa puissance. En tout cas pour la France, comme on dépend beaucoup du nucléaire. Et il faut savoir que on ne sait pas stocker l'électricité, on ne sait pas la stocker. Il faut que la consommation soit au plus proche de la production. C'est ça. Et en fin de compte, il faut voir ces barrages-là comme une grosse pile. Ça veut dire que la nuit, tu vas pomper ton électricité et lui, il va permettre de suivre ta courbe. C'est-à-dire qu'il va réussir hyper rapidement, en 20 secondes, tu vas réussir à lâcher tout de suite
plusieurs centaines de mégawatts pour compenser d'un coup une augmentation de consommation. En fait, c'est un tampon sur le réseau. C'est vraiment, c'est lui qui va te dessiner la consommation exacte sur le réseau sur la fin, parce que tu peux ouvrir très vite, très rapidement une grosse puissance, ou pareil, fermer très rapidement une grosse puissance. À la base, ça a vraiment été construit pour ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme a dit Ludovic, c'est les jours où c'est stable, on l'utilise, on pompe la nuit quand le prix du kilowattheure il est pas cher, et le matin quand tout le monde allume la cafetière, la lumière, on lâche tout, quoi. Ok, bon, merci messieurs pour toutes ces précisions et les détails. Et voilà, on va finir par répondre à la question posée, hein. Donc, on va commencer par Matt, et puis Ludo, et puis Florent. Vous allez donner chacun votre réponse, ce que vous en pensez, de ce que vous en pensez en fait par rapport à la question posée au début. Compte tenu de tout ce qu'on vient de dire, est-ce que vous pensez, il faut être cash, hein, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de viable de se dire que voilà, on va investir dans les barrages hydroélectriques en France pour miner? Moi, je vais donner la réponse que je donne un peu tout le temps quand je vois des projets qui ont l'air assez délicats. Et ma réponse, c'est que ça me semble compliqué. Et je dis ça pour dire, voilà, pour atténuer mes propos, mais c'est un peu non, quoi, hein, la réponse, hein, à chaque fois. Ouais, il faut être cash, hein. L'idée, c'est de montrer. Ça me paraît très compliqué, en fait. Aux différents membres de la communauté qui sont intéressés par le projet et surtout l'intention elle est bonne, hein, c'est de rendre le minage plus vert. Est-ce que voilà, il faut y aller ou pas, parce que l'idée c'est quand même de gagner de l'argent derrière. Donc c'est ça. Soyez cash, hein. Non mais c'est ça, c'est que le minage c'est une activité économique. Tu fais pas ça pour t'amuser, ou alors tu fais chez toi et puis c'est cool, t'apprends la blockchain et tout, tu mines tes bitcoins et tes machins. Mais là, on parle d'une activité économique à grande échelle. Et en l'état actuel des choses, avec tout ce qu'on a dit au niveau de la réglementation, des coûts, des frais et tout ce qu'on veut, il y a un risque qui est extrêmement important. Donc la chose, c'est qu'à l'heure actuelle, moi, ça ne me semble pas rentable. En tout cas, avec de l'électricité en plus à 10 centimes ou ce genre de choses, plus tous les frais qu'il y a autour. Donc déjà, ça ne semble pas très rentable en France. Mais en plus de ça, si on ajoute le risque de marché, le risque de matériel et le risque réglementaire, ça me semble être un pari absolument énorme et vraiment hors de contrôle, puisqu'on va rien pouvoir contrôler derrière. Et c'est ça qui est un peu difficile, c'est-à-dire que quand tu montes un business, il faut quand même avoir un certain contrôle sur certaines choses. Et là, en fait, s'il y a des changements de régulation, on peut rien faire. Si le marché s'effondre, on peut rien faire. Et en plus, comme Flo disait très très bien, c'est que même si tu débranches tes machines, en fait, ça va continuer de te coûter de l'argent. Ouais. Alors que dans l'exemple que nous, on donnait tout à l'heure avec Summit Mining, c'est que dans le pire des cas, nous, on débranche les machines et on n'a pas de coût. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Mais si en plus, toi, tu dois débrancher tes machines et avoir des coûts tous les jours, parce que de toute manière, la centrale, il faudra continuer de l'entretenir, hein. Ça me semble très très compliqué quand même. Voilà. D'accord. Merci Matt pour ton opinion, pour le partage de ton opinion. Ludo, qu'est-ce que je serais pas très surpris que tu sois un peu de même avis que Matt. Qu'est-ce que tu nous dis? Alors, je suis pas même un peu, je suis totalement du même avis que Matt. La raison pour laquelle il n'y a pas de grosses fermes de mining en France, ou que les quelques personnes qui ont essayé de faire du mining en France se sont ou cassé les dents ou ont fini par délocaliser, c'est que tout simplement l'activité n'est pas vraiment rentable en France, dû au coût de l'électricité extrêmement élevé. Donc après, si on ajoute encore cette couche de coûts et de difficultés en ayant un barrage qu'on doit entretenir, des ingénieurs à payer, et puis tous ces coûts fixes dont on a parlé, ça rend encore l'activité moins rentable. Donc je pense que ça vaut pas la peine de débattre pendant des heures. La raison pour laquelle il n'y a pas de ferme de mining en France ou de grosses infrastructures, c'est tout simplement parce que la rentabilité n'est pas présente. Ok, merci pour cette réponse très cash. Alors Florent, pour finir. Moi, je rejoins l'avis de mes deux compères, Matt et Ludo. La réponse, elle est non, pour toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment. Je pense que la seule personne qui peut être rentable en achetant un barrage en France, c'est quelqu'un qui a travaillé sur un barrage et qui connaît le mining. C'est-à-dire que la personne qui se trouve un petit barrage
à son échelle, avec 30 ou 50 ou 100 kilowatts, qui sait exploiter un barrage et qui sait construire ses rigs, qui sait exploiter le mining, pour lui, ça va être rentable, effectivement. Mais pour les autres, je ne pense pas, vraiment pas. Ok. Bon, bah, écoutez, messieurs, merci beaucoup pour votre participation et surtout par rapport à votre apport de connaissances sur les différents domaines que vous maîtrisez, bien plus que nous, qui sommes dans notre communauté. Bon, chacun a son expertise et merci vraiment d'avoir pris le temps de partager vos expertises.